Merci beaucoup de nous avoir rejoints en ce début d'après-midi pour ce webinaire spécial avec Philippe Després. Donc, on est déjà près d'une soixantaine, donc c'est génial. Je vais commencer simplement par présenter un tout petit peu Philippe, puis je vais lui laisser la parole pour son webinaire sur la saine gestion des données et des résultats. Donc, tout simplement, Philippe, en quelques mots, est professeur titulaire au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Et il s'intéresse particulièrement à la reconstruction tomographique avancée, calcul informatique de pointe sur les processeurs graphiques, l'imagerie moléculaire quantitative et la science des données dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, il va nous parler, en fait, tout simplement de la saine gestion des données et des résultats. Donc, sur ce, je passe la parole à Philippe. Je ne sais pas si tu as une présentation, Philippe, que tu veux partager à l'écran. Normalement, tu peux, je t'ai fait co-host. Parfait, merci Oriane. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mon écran. Parfait. Donc, merci à tous d'être là. Donc, vous êtes vraiment de courageux randonneurs en ce 5 janvier, déjà prêts à attaquer le boulot. Et si je comprends bien, c'est la première séance des randonneurs. C'est ça, Oriane? Ou... On a eu une séance ce matin de mise en jambe, donc R et Python avec une introduction au langage programmatique. Donc, on va dire que tu es la deuxième séance aujourd'hui. Parfait. Bon, ben, bien heureux d'être avec vous. Donc, on va s'attaquer en fait aux données. Vous allez entendre parler beaucoup d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, d'analyse de données. Et le propos que je vais tenir aujourd'hui, c'est vraiment mon message, en fait, c'est celui de s'intéresser aux données aussi. Et vous allez voir que c'est un message qui commence à émerger. Bizarrement, hein, l'IA mange des données, mais personne ne s'est vraiment attardé à la qualité de ces données-là. Et il y a des enjeux énormes qui sont apparus parce qu'il y a eu justement une négligence de la part de certains acteurs. On a vu souvent des gens se lancer tête première dans des jeux de données sans vraiment bien comprendre ce qu'étaient ces données-là, quelle était leur provenance, leur qualité. Et ça a causé toutes sortes de problèmes. Je vous montre une diapo ici qui résume l'essentiel de la chose. Vous voyez ici là, des centaines d'outils IA qui ont été développés dans le cadre de la COVID. Au final, aucun de ces outils-là n'a été utile, même que certains d'entre eux ont nui plus qu'autre chose. Donc, pourquoi cet état des choses? Pourquoi cet état des lieux? Je vous ai mis quelques phrases ici là, tirées de cet article-là du MIT Technology Review. Vous voyez des trucs comme Frankenstein Dataset, des données qui sont mal étiquetées ou étiquetées par des sources douteuses. Vous voyez des cas où l'IA a appris à identifier des enfants et non pas la COVID. Donc, sur des images médicales, aussi sur des images médicales, l'IA a appris à reconnaître en fait un risque de COVID sérieuse, non pas à partir de l'image et de l'image des poumons, par exemple, mais parce que le fait que les patients couchés, les patients debout on présente des images différentes. Donc, l'IA avait appris à reconnaître en fait la position de la personne et non pas la COVID. Bien sûr, la personne couchée a une COVID plus sérieuse, mais ce n'est pas ce que l'IA a compris. Même chose, vous voyez le dernier item en bas, ce que je montre. Même l'IA a appris à reconnaître les cas de COVID sérieux parce que les hôpitaux où étaient traités ces patients-là utilisaient une police de caractère différente des autres hôpitaux. Donc, en reconnaissant la police de caractère, l'IA pensait avoir affaire à un cas sérieux. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que en fait, les gens qui développent l'IA et les gens qui sont les générateurs de données, les gens qui connaissent intimement les données, ne se sont pas parlés. Donc, les gens se sont lancés tête première dans les jeux de données, ont essayé d'apprendre toutes sortes de choses et au final, ça a fait, dans certains cas, des catastrophes. Donc, vous voyez ici, là, des chercheurs en IA qui n'avaient pas les compétences requises pour bien comprendre ou repérer les biais potentiels dans les données. Et à l'inverse aussi, des gens des chercheurs cliniciens qui n'avaient pas les compétences mathématiques pour bien comprendre comment compenser ces biais-là dans les données. Ce qui ressort de cet article-là aussi, c'est que
Ça serait beaucoup plus simple si les gens s'étaient aussi intéressés à formater les données, les structurer de façon à ce que ça soit consommable de façon propre par ce qui vient à la suite. Là, on va le voir tout à l'heure là, que de préparer les jeux de données pour l'IA, ça représente jusqu'à 80 des efforts dans certains projets. Et le message principal que je retiens, la dernière phrase en bas, on a besoin de s'attaquer à des choses moins sexy, comme les données, et s'assurer que ce qu'on donne à manger à l'intelligence artificielle, c'est de la nourriture de qualité, avant de tomber dans le sexy et de se lancer tête première en essayant de construire des modèles, surapprendre une certaine chose avec un jeu de données. Et là, quand on essaie d'implanter ça dans le milieu réel, dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à des choses moins sexy, les données, mais qui sont tout aussi importantes parce que c'est la base de tout. Okay? Donc, c'est un message que je porte, si vous m'avez déjà entendu avant, depuis plusieurs années maintenant, où je dis, bien, faisons les choses dans l'ordre. Oui, l'IA, c'est bien beau, mais avant d'arriver là, peut-on s'organiser, point de vue données, pour qu'on puisse justement nourrir tout ce qui vient en aval avec quelque chose de qualité. Donc maintenant, je suis un petit peu moins seul à propager ce message ou essayer de le faire comprendre en fait aux décideurs qui financent beaucoup l'IA, mais qui financent très peu les infrastructures numériques qui servent à nourrir l'IA. Donc là, il y a des gens assez sérieux qui commencent à dire ben ça suffit là, c'est beau. Okay? Donc, ce que dit ce monsieur-là ici, il dit, un petit peu plus tard, on va voir que ce qu'il dit, c'est que les modèles, le code, dans bien des cas, est très mature. Ce qui manque, c'est de pouvoir nourrir ces trucs-là avec des données de qualité. Donc, ce monsieur-là, en fait, a lancé un mouvement pour qu'on parle maintenant de Data-Centric AI. En fait, l'IA a toujours été data-centric, on s'entend, mais là, on va vraiment s'intéresser aux données. Et tout ce qui vient avant, là, le 80 du travail qui doit être fait, s'y intéresser aussi au même titre qu'on s'intéresse aux modèles qu'on développe pour l'IA. Donc, ce que je disais tout à l'heure, 80 du temps des développeurs en IA est passé à nettoyer les données, à les préparer. D'autres citations là, tirées de cet article-là qui dit que justement les données, paradoxalement, c'est ce qu'il y a de moins glamour dans le monde de l'IA, même si c'est à la base de tout. La citation que je retiens aussi, vous voyez ici, le modèle, les codes pour plusieurs applications sont extrêmement matures. Basically, a solved problem. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'on doit maintenant s'intéresser aux données. Et juste avant de passer au cœur de mon exposé, je vous montre cet article-là aussi, 2019, Inconvenient Truth de l'IA dans le domaine de la santé. On finance beaucoup, IA santé, plusieurs concours, plusieurs demandes de subventions, plusieurs programmes, je devrais dire, autant pour les étudiants, autant pour les professeurs, etc. Mais en santé, on a affaire à beaucoup de fax encore, du papier, des données non structurées, des données manuscrites, un accès aux données extrêmement limité. Donc, on n'est pas là. On n'est pas du tout là. On a un gros travail de fond à faire. On a un gros travail de société à faire pour structurer les données, pour faire en sorte qu'elles puissent se parler, qu'elles puissent se couler de façon fluide d'un endroit à l'autre, donc c'est-à-dire d'un espace de stockage vers un espace de valorisation de données de façon responsable, donc que tout est bien identifié, tout ça. Mais présentement, on n'a pas ça. Donc, vous voyez, là, most healthcare organizations lack the data infrastructure required to collect the data pour entraîner les algorithmes. Donc, on est très, très loin derrière. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître des choses maintenant comme, vous voyez ici, Data Ops. Donc, vraiment intégrer toutes les opérations reliées aux données dans la boucle de la découverte et non plus juste se faire donner un jeu de données, surapprendre quelque chose là-dessus, puis là, publier un papier. Okay? Ça, ce modèle qu'on l'a essayé, ça fonctionne, ça fait des beaux papiers. Et quand on arrive dans la vie réelle, c'est des flops. Okay? Parce que, justement, on a des jeux de données jouets qui nous servent, mais qui, éventuellement, il y a des limites quand c'est confronté au réel. Donc, en tant que randonneur, il y a des mots là-dedans que vous devriez savoir. Là. ETL, Extract, Transform, Load, orchestration, pipeline de données,
stockage, S3, déploiement de solutions automatisées avec Ansible. Il y a un paquet de trucs qui viennent avant l'analyse avec R et avec Python, où vous devez comprendre qu'il y a des mécanismes pour justement extraire la donnée, la transformer, la rendre digeste pour l'IA. Donc, on parle de DataOps, on parle de MLOps aussi, où c'est beau de faire du machine learning, mais il faut pouvoir aussi l'intégrer dans la vie réelle. Et le MLOps, c'est défini à l'intersection de l'apprentissage automatique, du DevOps, là, qui est justement la pratique de mettre en application, en production et de réapprendre dans une boucle les failles qu'il pourrait y avoir, et l'ingénierie de données qui est extrêmement importante. Donc, à l'intersection de tout ça, vous avez le domaine du MLOps qui devrait aussi vous intéresser. Et de façon plus générale, le Model Ops, où là, vraiment, le fait de prendre des données, entraîner un modèle dessus, tout ça est intégré dans une boucle et ne vit pas en vase clos avec votre petit jeu de données que vous faites des choses, puis là, vous faites un papier. C'est plus ça. La réalité, il faut voir plus grand, il faut voir justement ces données-là. Elles vont changer dans le temps. Le modèle va changer en fonction des nouvelles données. Donc, il faut prévoir tout ça pour être en mesure de pouvoir vraiment tirer profit de l'IA parce que d'avoir des trucs qui sont déconnectés de leur milieu de pratique, ça nous mène à des échecs. Donc, je termine avec une diapo que j'aurais dû mettre la source, mais je la trouve très bien, cette diapo-là. Qu'est-ce que la science des données? C'est vraiment l'intersection des maths, de l'expertise d'un domaine disciplinaire et de compétences de type hacking. Et quand on a ces trois ingrédients-là réunis, on peut dire qu'on fait de la science des données. Vous voyez, la science traditionnelle, c'était plutôt de la connaissance disciplinaire mêlée avec des maths et des stats. On arrivait à produire des choses. Là, quand le hacking s'est mis de la partie, bien là, on a eu mélangé avec les maths, on a eu vraiment le machine learning. Et vous voyez ici, la tête de mort, là, c'est le danger zone, où vous avez des cas où des gens qui ont des très bons hacking skills se lancent dans des projets où ils n'ont pas les connaissances disciplinaires requises pour bien comprendre la donnée, et ça peut donner des résultats un peu troublants. Okay? Donc, c'est important, quand on fait de la science des données, même si on n'est pas un expert, il faut au moins pouvoir compter sur un expert. Si je m'attaque à des données d'environnement et je n'ai pas de connaissances disciplinaires en environnement, ben, il faut absolument que je puisse combler ce manque-là en ayant recours à des collaborations, des choses comme ça. Donc, même chose en médecine, vous avez beau vous lancer dans faire de l'apprentissage sur des jeux de données, si vous n'avez pas une connaissance intime de ce qu'est la donnée, de ce qu'elle représente vraiment, il y a de fortes chances que ce qui sorte à l'autre bout, ce soit de la boîte. Okay, donc, c'est vraiment l'objectif. Est-ce que je prends les questions en cours de route, Oriane? Moi, ça ne me dérange pas. C'est comme tu veux, Philippe. Oui, je peux les prendre. Donc, c'est vraiment comme tu veux. Il y a Jules là, qui voulait poser une question. Oui, merci. C'est très rapide de toute façon. C'est juste pour demander la traduction littérale de hacking skills, juste pour que je comprenne bien. Je ne sais pas si... Hacking, c'est être capable de... comment on pourrait dire ça en français? C'est une très bonne question, là, de gosser l'informatique. Je ne sais pas. Ce n'est pas plus français. Je suis désolé. S'il y en a qui ont des suggestions dans la salle, ouais. Je suis preneur. Ah oui, donc c'est vraiment des compétences en programmation informatique. Oui, exact, c'est ça. C'est capable de prendre un jeu de données, transformer, manipuler des strings, faire toutes ces choses-là. OK, très bien. C'était juste pour qu'on comprenne. Merci beaucoup. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. La recette du succès dans un projet axé sur les données, il faut vraiment réunir trois acteurs principaux. Donc, le propriétaire des données, entre guillemets. Là, donc, si vous faites affaire avec un hôpital, bien, il y a une autorité suprême, absolument, qui est le contrôleur des données et il faut le mettre dans la boucle. Il y a le domaine l'expert du domaine. Donc, si vous êtes en radiologie, ben, si vous analysez des images médicales, ce serait bien d'avoir des radiologistes qui vous expliquent un petit peu comment ils contourent, par exemple, comment ils ont fait les contours, sous quels critères, etc. Et ça prend aussi des gens qui sont des experts des données. Donc, ça, même chose, là, on va le voir ici. Vous voyez le mot « fair » qui apparaît.
on va passer le reste de l'heure à parler des principes FAIR. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là ou pas. Je vais peut-être vous demander, en fait, de lever la main là, virtuellement, ceux qui ont déjà entendu parler des principes FAIR. Donc, je ne vois pas tout le monde. C'est peut-être un petit peu difficile, là, mais il y en a quand même plusieurs, donc c'est une très bonne chose. Si vous avez jamais entendu parler des principes FAIR, rassurez-vous parce que vous n'êtes pas seul. Donc, vous voyez, ça, c'est un sondage qui a été fait en 2019 qui rapporte par discipline la compréhension, ou en fait, la familiarité avec les principes FAIR. Donc, par exemple, biologie, là, quand c'est grisé comme ça, c'est que les gens n'avaient jamais entendu parler de ça. En jaune, j'avais entendu parler, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi. Et en vert, les gens qui maîtrisent un peu les concepts reliés. Madame Février, vous avez une question ou c'est une main qui est toujours levée? Je vais supposer que c'est une main qui est levée de tout à l'heure. Oui, c'était levé pour le principe FAIR. Ah, OK, parfait, désolé. Donc, vous voyez, c'est l'état des lieux. Il ne faut pas confondre, je vais parler des principes FAIR ici, mais si vous êtes du monde de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, vous avez peut-être entendu parler de fairness, du caractère fair de l'algorithme, dans le sens qu'il est capable de faire fi des biais potentiels dans les données. Donc là, on n'est pas du tout dans ça. On n'est pas dans le monde de fairness, d'avoir des algorithmes fair qui, justement, ne vont pas discriminer certains groupes. Ça n'a pas du tout rapport, mon propos, avec ça ici. Ça, c'est un autre sujet complètement. Moi, je vais vous parler justement de cet article-là, en fait, qui est sorti en 2011 et qui a cristallisé justement ces principes FAIR-là, ce qu'ils sont, et qui devraient tous nous guider quand on manipule des données de nos jours. Donc, un article a été cité plus de 4000 fois. Je n'ai pas vérifié récemment, là, ça doit être rendu à 5000 d'après moi. Donc, Principe FAIR, c'est né en Europe, beaucoup poussé par des forces européennes, je dirais. Maintenant, là, dans les gros programmes Horizon 2020 européens, c'est à peu près obligatoire que les données qui sont produites dans les projets financés par des fonds publics soient FAIR. Et on va voir ce que ça veut dire ensemble. Là. Ça veut dire findable, accessible, interoperable et reusable. En français, je veux dire facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Et les données doivent être FAIR par défaut dans ces programmes européens-là, ou sinon, il faut justifier pourquoi elles ne le sont pas. Au Canada, on a vu le mot FAIR apparaître dans les documents officiels en février 2020. Vous voyez ici le Bureau de la scientifique en chef du Canada, Mona, qui disait aux ministères et organismes fédéraux d'élaborer des stratégies et des outils pour mettre en œuvre les principes de données FAIR afin, entre autres, d'assurer l'interopérabilité des données scientifiques et de recherche. Et on veut que la fonction publique fédérale déploie ça, utilise ces principes-là de façon graduelle. Là, d'ici janvier 2023, il va y avoir au moins un respect des normes de métadonnées. On va voir tout à l'heure c'est quoi. Et une mise en œuvre complète d'ici janvier 2025. Donc, c'est la première fois qu'on voyait le mot FAIR apparaître dans les documents officiels au Canada. Les IRSC qui financent la recherche en santé au Canada, dans leur plan stratégique 2021, qui est sorti récemment aussi, veille à ce que la recherche financée soit conforme aux principes FAIR. Donc, encore là, on demande aux chercheurs d'intégrer ça. Et de la même façon que les chercheurs ont dû, à un certain moment, s'approprier l'EDI, l'équité, la diversité et l'inclusion, ils vont devoir faire la même chose. Et je peux vous dire, moi le premier, les premiers paragraphes de DI que j'écrivais dans mes demandes de subvention, c'était vraiment n'importe quoi. Ce n'était pas du tout ce qui était attendu. Donc, les chercheurs ont dû faire leur devoir pour bien comprendre les implications liées à l'équité, la diversité et l'inclusion. Et là, maintenant, je suis fier de dire que j'ai fait ce travail-là. Et pour la gestion de données de recherche, ça va être exactement la même chose. Présentement, les chercheurs ne sont pas tenus de dire comment ils vont gérer leurs données et je peux vous dire d'expérience qu'ils les gèrent n'importe comment. Okay? C'est tout croche, ça se ramasse dans des feuilles Excel, ça meurt dans des laptops, ça meurt par-ci, par-là. Donc, il y a beaucoup d'énergie et de temps et d'argent qui est investi dans la génération de données et ces données-là finissent par mourir quelque part dans un ordinateur sous un bureau.
La génétique est probablement le meilleur exemple, là, où ça coûte très cher séquencer des choses, mais il n'y a pas une culture de la gestion intelligente de la donnée, ce qui fait que y a beaucoup de ces données-là qui sont malheureusement perdues. Donc, les IRC disent, c'est fini, là, le party est fini, vous allez maintenant nous dire comment vous allez gérer vos données, vous allez vous assurer maintenant que ça soit fait selon les principes FAIR. Et maintenant, il y a une politique au Canada depuis printemps 2021, donc politique des 3 organismes qui financent la recherche au Canada, donc les IRSC du côté de la santé, CRSNG du côté sciences et génie et CRSH pour les sciences humaines. Ils disent tous la même chose, les principes FAIR sont en fait un élément nécessaire à l'excellence en recherche. Donc, si vous gérez vos données n'importe comment, vous n'êtes pas bon en recherche, c'est ce que ça veut dire. Vous n'atteignez pas l'excellence. Donc, maintenant, vous devez faire ça. Donc, oups, pardon, ici, c'est l'école à la maison. Donc, les organismes subventionnaires appuient les principes directeurs FAIR. Donc, clairement aussi, c'est écrit noir sur blanc pour la première fois. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que en fait, les titulaires de subvention ne sont pas d'emblée tenus de partager leurs données, mais il faut quand même qu'ils adoptent les principes FAIR. Et on va voir que principe FAIR, ça ne veut pas dire que les données deviennent un bar ouvert. Ça veut simplement dire qu'elles deviennent découvrables, accessibles, interopérables et réutilisables. Mais des données très confidentielles, très sensibles, peuvent aussi être FAIR. On va voir comment. En fait, l'objectif derrière les principes FAIR, ce n'est pas tant de permettre aux humains de trouver les données, mais permettre aux machines de le faire et de comprendre de façon autonome les données. Et ça, c'est très différent d'autres éléments de la science ouverte, parce que là, le open data, c'est un des éléments de la science ouverte. Il y a aussi l'obligation de publier et de rendre accessibles les résultats de la recherche. Ça, c'est un autre truc, mais qui est destiné plus aux humains. Les principes FAIR vraiment mettent le focus sur les machines, donc les ordinateurs qui, de façon autonome, devraient être capables de trouver et d'utiliser les données. Là, moi, je ne vois pas le chat. Oui, FAIR, c'est relié à l'open science, et effectivement, c'est le cas. Donc, c'est une des composantes. Donc, je les ai ici, là, les principes FAIR, qui sont déclinés en plusieurs sous-principes. On n'aura pas le temps de tous les revoir, malheureusement. Puis je vais essayer de garder la présentation dynamique parce que ça peut devenir lourd. C'est beaucoup de matériel et en 1 heure, on n'a pas tellement de temps. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez une intuition quand vous allez entendre findable, qu'est-ce que ça veut dire, quand vous allez voir interopérable, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a 2 couleurs ici dans cette diapo-là, le yin et le yang, en fait, des principes FAIR, c'est des éléments qui sont liés à la technologie, d'autres éléments qui sont reliés au domaine d'études, donc la médecine, la biologie, l'astrophysique, par exemple. Donc, il y a des trucs qui sont très domaine spécifiques, d'autres qui sont très reliés à la technologie. Donc, l'idée, et moi, ce que je vais vous amener à faire, c'est de penser à vérifier, qui est un néologisme, à vérifier vos données. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous avez un jeu de données, vous avez des colonnes dans un fichier Excel ou peu importe dans un CSV. Et il y a quand même moyen de faire en sorte de rendre ce jeu de données-là plus fair. Donc, on va vérifier, on va procéder à la vérification de ces données-là. Donc, après mon exposé, vous aurez peut-être une meilleure idée de comment faire ces choses-là. Donc, le F dans FAIR, ça veut dire findable, mais en français, on peut dire facilement trouvable. Et qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez ici, être découvrable, signifie avoir un identifiant persistant unique ou un identifiant pérenne. Et on va voir des exemples tout à l'heure. Il faut que ça soit décrit par des méthodes de données riches qui respectent des normes reconnues. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Et on va voir aussi que ça devrait aussi être découvrable par des engins de recherche. Je ne sais pas si vous connaissez Google Dataset Search, mais je vais vous le présenter à l'instant. Donc, vous voyez, datasetsearch.research.google.com. Je tape COVID dans ce moteur de recherche-là, qui est un crawler comme n'importe quel engin de Google qui parcourt le web et qui indexe du contenu. Mais là, le contenu qu'il indexe, ce sont des jeux de données. Et si moi, j'expose un jeu de données qui est suffisamment bien documenté, il va être moissonné par Google et il va pouvoir être trouvé par les autres. Donc, findable par les autres. Vous voyez, j'ai tapé COVID ici. Dans mon jeu de données, j'ai évidemment plein de jeux de données qui sont reliés à la COVID.
Donc, vous voyez, celui-là, bon, je vois qu'il y a des citations dans Google Scholar, c'est un Google Sheet, là, le format de données. J'en ai pris un autre ici, celui-là, bon, vous voyez plus de métadonnées. Déjà, il y a la licence, déjà une meilleure description de ce que c'est. On voit les différents formats qui sont disponibles, etc. Ici, vous voyez, l'Agence de santé du Canada, là, en plus, j'ai un identifiant unique. Là, on se rapproche des principes FAIR. Là, on est capable d'identifier de façon non ambiguë un jeu de données. Donc, moi, si je dis que j'ai utilisé le jeu de données, celui-là, ben, dans mon article, je suis capable de mettre ce DOI-là, qui est unique, qui est persistant dans le temps, qui ne changera pas. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur ce que j'ai utilisé comme jeu de données. Alors que si je l'écris en mots dans mon article, ça ne vaut pas grand-chose. Okay? Donc là, l'idée, c'est de rendre les choses complètement non ambiguës. Donc, vous voyez, beaucoup de métadonnées fournies. Au Québec aussi. Québec, bon, CSV, PDF, pas très utile là, comme jeu de données, on s'entend là, mais bon, ça, c'est typiquement québécois de faire ce genre de choses-là. Donc, je vais décrire simplement certains sous-principes, là, parce que, comme je l'ai dit, ils sont tous déclinés en plusieurs sous-principes. Les données sont détaillées ou décrites avec des métadonnées riches. Ça veut dire quoi? Bien, quand vous avez un jeu de données, essayez de penser à quelqu'un qui tomberait dessus, sur ce jeu de données-là, pour essayer de le comprendre. Donc, pour le comprendre, s'il y a juste un CSV avec peut-être des noms de variables dans le haut, ça ne donne pas une très bonne idée de ce que sont ces données-là. Okay? Donc, il faut absolument être en mesure de venir enrichir ça avec des métadonnées. Les métadonnées, c'est quoi? C'est des données sur les données qui décrivent ce que c'est ce jeu de données-là. Donc, des informations contextuelles. Qui a produit le jeu de données? Comment? Quand? Dans quelles conditions? Quelles sont les variables? Et en fait, ce que nous disent les principes FAIR, c'est soyez généreux. N'ayez pas peur d'en mettre plus que le client demande parce qu'on ne sait jamais, dans 5 ans, si quelqu'un ne va pas trouver ce jeu de données-là, puis se dire, ah, c'est intéressant, ça, je pourrais le coupler avec ce jeu de données-là. S'il est bien décrit, si la personne est en mesure de comprendre ce que c'est exactement, bien, d'un, elle va le trouver plus facilement parce que le moteur de recherche aura indexé du contenu relié aux métadonnées, donc ce qui va permettre à d'autres de trouver ce jeu de données-là. Et va être en mesure aussi, cette personne-là, de bien comprendre ce que sont les données. Et on va voir que la personne, mais aussi la machine pourra être en mesure éventuellement de mieux comprendre ce que sont ces données-là. Donc, pour décrire les données, il y a des normes, des schémas de métadonnées. J'en présente un ici qui est DataSite, qui est simplement un ensemble de champs à remplir, hein, qui est l'auteur du jeu de données, quelle est la date de production, etc. Donc, on a ces champs-là à remplir et ensuite, ça rend la chose moissonnable par les engins de recherche comme Google Dataset Search, qui est capable de l'indexer et de mettre les bonnes informations à la bonne place. Donc, ça, c'est assez simple. L'importance un autre sous-principe, l'importance des identifiants permanents, c'est ce qui permet en fait au monde d'opérer. Hein. Vous avez des identifiants permanents partout, là, votre code à l'université, votre numéro de RAMQ, votre compte à la banque, ce sont des numéros permanents qui vous permettent de façon non ambiguë de vous identifier et d'identifier vos actifs. Et ça enlève l'ambiguïté. Donc, c'est pour ça que pour les jeux de données aussi, ou pour tout objet digital, on devrait être en mesure d'émettre un numéro unique qui va pouvoir être utilisé pour référencer cet objet-là numérique de façon non ambiguë. Et on demande évidemment qu'il soit globalement unique. On ne veut pas des doublons dans ce genre de choses-là. Et on demande aussi qu'il soit persistant, donc c'est-à-dire qu'il y ait des registres qui nous permettent de résoudre, comme un DNS, par exemple, un nom de domaine, qui fait la traduction d'un nom de domaine vers une adresse IP. Mais même chose ici, on a des registres qui nous permettent de traduire des DOI vers une adresse IP. Donc, vous voyez, par exemple, ce DOI-là, qui est un numéro unique, pointe vers cette adresse IP-là, qui est le jeu de données ici sur les cas confirmés de COVID au Canada. Donc, un exemple très concret de PID, de Persistent ID, ou d'identifiant pérenne. Les chercheurs, si vous n'en avez pas déjà un, allez vous chercher un ORCID, qui est la façon maintenant reconnue d'identifier de façon unique les chercheurs, parce que des Michel Tremblay en recherche, il y en a plusieurs au Québec. Quand on a un ORCID, il n'y a plus d'ambiguïté sur qui est qui. Donc, allez vous chercher ça. Les institutions ont des identifiants uniques aussi. Vous voyez, l'Université Laval a son identifiant unique.
selon différents formats aussi. Même votre code, le code que vous écrivez, qui fait partie de la chaîne de découverte. Donc, vous partez des données, vous manipulez ces données-là avec du code et vous produisez un résultat. Mais tout ça, ça devrait être traçable d'un bout à l'autre. Donc, mon jeu de données a un DOI. Là, je peux dire, ben, j'ai traité les données avec ce bout de code-là qui a aussi un DOI et j'ai produit cet article-là qui a aussi un DOI. Donc, je suis capable de reproduire l'ensemble de la chaîne sans ambiguïté sur ce qui a été utilisé pour produire les résultats. Donc, GitHub, ici, vous permet justement de venir de minter un DOI, comme on pourrait dire en français, qu'on pourrait dire émettre un DOI sur un bout de code. Donc là, il n'y a plus aucune ambiguïté sur la version du code qui est utilisée. Là, c'est vraiment un truc qui est permanent dans le temps. Bon, il y a certainement des DOI qui sont versionnables, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça vous permet d'assurer une traçabilité complète dans le cycle de la découverte. Si les PID vous intéressent, bien, vous voyez, là, ça, c'était juste avant le début de la pandémie. À Lisbonne, au Portugal, il y a eu le Pidapalooza qui a eu lieu, donc un festival des PID, donc des gens qui s'intéressent à la techno derrière ça, des gens qui ont pensé à des nouvelles façons d'utiliser les identifiants permanents pour faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans nos bibliothèques universitaires, il y a des gens qui répertorient la production scientifique de l'université, par exemple, en regardant, en classant les articles de telle personne. Toutes ces opérations-là peuvent être automatisées si les gens utilisent leur ORCID pour s'identifier dans les publications, qui identifient aussi leur institution avec un identifiant unique. Tout ça s'automatise. Donc, il y a moyen de faire des choses extrêmement puissantes en ayant recours aux identifiants permanents. Et les principes FAIR vous encouragent fortement à utiliser les identifiants permanents autant que vous le pouvez. On passe maintenant au A, qui est le accessible. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que les données devraient être facilement obtenues par les humains ou par des machines selon des protocoles qui sont bien définis et idéalement standardisés. Et on demande aussi à ce que ces protocoles-là soient ouverts. Donc, si vous mettez un jeu de données en CSV sur un serveur web, et je suis capable de le récupérer avec le protocole HTTP, bien, le A, vous pouvez faire check, c'est réglé parce que je n'ai pas eu besoin d'acheter un logiciel spécialisé pour pouvoir accéder au jeu de données. Je peux l'ouvrir avec n'importe quel outil, éditeur texte ou peu importe. Okay, donc, vous voyez ici, le HTTP, FTP, SMTP, ce sont des protocoles ouverts. Par contre, si vous utilisez les fonctionnalités de Microsoft Exchange pour me partager un jeu de données, bien, moi, j'ai besoin d'acheter une licence Microsoft pour y accéder. Donc là, vous êtes plus fair. Le A, vous ne le respectez plus, tout simplement. Donc, vous voyez ici, là, en fait, n'importe qui avec une connexion Internet devrait pouvoir accéder au moins aux métadonnées sans avoir à acheter un logiciel propriétaire. Donc, le A, ce n'est pas très compliqué. Une subtilité du A, c'est de dire aussi, bien, le A, ça ne veut pas dire que accessible ne veut pas dire ouvert et gratuit. Okay? Il y a des données qui peuvent être 100% fair, mais qui sont protégées, privées. Et l'idée, c'est de dire, bien, ces données-là, elles existent. Je les ai exposées au reste du monde à travers les métadonnées qui les décrivent. Donc, je peux dire au reste du monde, voici, moi, j'ai un jeu de données, j'ai 100 000 radiographies de poumons, par exemple, qui ont été acquises entre telle date et telle date pour des patients COVID. Et j'expose ça, c'est mentionné par Google. Et il y a mon nom quelque part et mon adresse courriel. Donc, si une personne est intéressée à utiliser ces données-là pour ses recherches, elle peut me contacter, on peut établir une collaboration de recherche et je suis tout à fait dans l'esprit FAIR en ne donnant pas accès comme un bar ouvert à mes données. Donc ça aussi, c'est très important de le mentionner parce que c'est souvent mal compris. Les gens associent FAIR à ouvert et disent, ben non, moi, ça ne me concerne pas parce que c'est des données de personnes hospitalisées, par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Les données extrêmement sensibles peuvent aussi être FAIR. Et on arrive maintenant au I, déjà interopérable, qui en fait permet aux machines de se parler entre elles. Donc nous, ici, on parle français, un petit peu anglais.
C'est ce qui nous permet de nous comprendre, mais les machines ont aussi besoin d'un vocabulaire commun pour pouvoir se comprendre, et ça vaut pour les données aussi. Et quand on parle d'interopérabilité, on va parler de terminologie, de nomenclature, de vocabulaire contrôlé, et on va parler d'ontologie aussi. Et ontologie, c'est toujours un mot qui fait peur, surtout si vous tapez ça dans Google, vous allez voir ce que ça veut dire. Premier résultat que vous allez obtenir, là, c'est que l'ontologie, dans son sens le plus général, s'interroge sur la signification du mot être. Qu'est-ce que l'être? Hein? Bon, blablabla, vous voyez Platon, Aristote. Et vous voyez qu'il ne faut pas non plus, il faut distinguer l'ontologie de l'ousiologie, hein, qui s'intéresse plutôt à la science de l'être entendu en tant qu'essence. Là, vous décrochez complètement, c'est sûr, vous dites que c'est ça, l'ontologie. Je ne veux pas ça, je ne veux pas faire ça. Et vous avez tout à fait raison, parce que ce n'est pas ça. D'un point de vue informatique, une ontologie, c'est quoi? Informatique en sciences d'information, une ontologie, c'est un ensemble structuré de termes et de concepts représentant le sens d'un champ d'information, okay? Que ce soit par métadonnées ou toute autre façon de faire. Mais c'est là, quand je parlais d'ambiguïté tout à l'heure, de pouvoir justement référer de façon non ambiguë à un concept, bien, les ontologies nous permettent de faire ça. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que vous tombez sur un jeu de données. Et là, il y a une personne par ligne et il y a une colonne que c'est la variable poids. Bon, là, vous dites poids. Bon, c'est probablement le poids de la personne. OK, bon, vous voyez, c'est 75 kilos. Et en fait, poids, c'est quand même assez ambigu quand on y pense. Hein? Puis, ça peut être des choses différentes. Est-ce que c'est le poids auto-rapporté par la personne, qui est souvent inférieur au poids qui est mesuré en clinique? Hein? Donc, il faut faire attention. C'est deux concepts complètement différents. Donc, si j'ai simplement dit poids, j'ai de l'ambiguïté qui demeure. Il y a des concepts, il y a des ontologies, des vocabulaires contrôlés, entre autres pour les termes médicaux, mais ça vaut pour n'importe quel domaine, on va le voir, où les concepts sont bien définis. Il y a une définition claire, par exemple, poids auto-rapporté par la personne ou poids mesuré en clinique par un ou une professionnelle. Donc, c'est des choses complètement différentes. Donc, on va vouloir venir attacher ce sens sémantique-là aux données pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, si vous avez déjà vu mes présentations avant, vous allez reconnaître ici ce que vous voyez là, des rôtis, je vais dire des toasts, parce qu'on va passer dans le monde anglophone pour la suite. Donc, quel est le lien? Mais voyez, des toasts, c'est des tranches de pain grillé, mais c'est aussi un concept dans une ontologie. Vous voyez ici l'ontologie Food On. Vous voyez, un numéro unique. Des toasts, c'est quoi? Bien, c'est du pain qui a la qualité d'être tranché entre 0,5 et 1,5 centimètres. Donc, c'est relié à d'autres concepts. Hein? C'est le résultat d'un processus de grillage, un processus d'élimination de l'eau et un processus de fermentation aussi. Donc, en fait, là, vous voyez que mon ordinateur, si je lui dis toast, il va faire OK. Mais si je lui dis, voici toast, c'est ça. Toast, c'est, vous voyez ici, un concept qui découle et qui est relié à plusieurs autres concepts, hein, jusqu'au grain qui a produit, jusqu'au procédé qui a permis d'en arriver à la toast. Donc là, si je donne ça à ma machine, elle va être capable d'inférer des choses automatiquement et de façon beaucoup plus puissante que si j'ai simplement dit, bien, voici, j'ai des participants qui ont mangé des toasts. Bien, là, si je leur dis, ils ont mangé ce concept-là, le concept 03, 30, 62, 55, la machine est capable de voir ce que c'est, ce que ça implique, point de vue nutritionnel. Donc, vous voyez, pour chaque domaine, il y a des ontologies qui ont été développées. Food On, qui est une ontologie développée au Canada, qui permet justement de relier des concepts reliés à la nutrition et la production d'aliments de la ferme jusqu'à l'assiette, et qui justement définit des concepts de façon non ambiguë ainsi que les relations entre elles. Donc là, j'espère que vous avez un peu moins peur du mot ontologie, mais ça veut simplement dire un langage commun qu'on peut utiliser pour que deux jeux de données puissent se parler. Donc, si dans deux jeux de données, on retrouve les mêmes concepts ontologiques, mais on est quand même pas mal sûr qu'on décrit exactement la même chose. Alors que si j'ai la variable poids dans deux jeux de données, est-ce que c'est le poids tout rapporté dans l'un et le poids mesuré en clinique dans l'autre? On ne le sait pas. Alors que si je fais référence à des vocabulaires contrôlés, là, j'élimine complètement l'ambiguïté. Donc, l'importance d'utiliser ce genre d'outils-là pour décrire nos données. Et j'arrive au R, qui est la dernière
lettre dans FAIR. Et en fait, le R nous enjoint à détailler de façon riche nos métadonnées donc, et aussi d'émettre une licence pour l'utilisation ou la réutilisation des données. Donc, en fait, on vous demande encore une fois de décrire de façon la plus complète possible tout le contexte entourant la production des données. Même si vous avez le protocole expérimental qui a permis de les obtenir, bien, vous pouvez l'ajouter dans les métadonnées. Comme ça, la personne suivante qui va arriver va comprendre exactement ce qui a été fait. Et encore une fois, l'idée, c'est d'être aussi généreux que possible dans les métadonnées. Même si vous dites, je n'ai pas besoin de mettre ça, il me semble que ça n'a pas de... Personne ne va utiliser ça ou ça n'a pas l'air pertinent. Non, détrompez-vous. Dans 5 ans, dans 10 ans, ça pourrait peut-être être extrêmement pertinent d'avoir cette information-là qui vous paraît aujourd'hui en 2022 complètement non pertinente, mais qui aura peut-être un sens ou sera peut-être utile dans plusieurs années. Donc, mettez-en autant que possible des métadonnées pour décrire exactement ce que sont vos données. Donc, la licence, en fait, permet à la machine de savoir ce qu'elle peut faire. Donc, dans le I, on a couvert l'interopérabilité technique, entre autres par le recours à des vocabulaires contrôlés comme des ontologies, ce qui permet à deux jeux de données, à la machine, en fait, de reconnaître des concepts dans deux jeux de données différents. Donc, on va parler d'interopérabilité technique. Ici, le R, on parle d'interopérabilité légale. Donc, qu'est-ce que la machine a le droit de faire? Donc, quand vous mettez une licence, par exemple, CC BY, eh bien, l'humain est capable de lire ce que veut dire CC BY, mais la machine aussi peut automatiquement savoir ce qu'elle a le droit de faire ou de ne pas faire avec ces données-là. S'il y a clairement la licence de réutilisation qui est attachée au jeu de données, ça permet des choses grandioses ultimement. Donc, c'est important de pouvoir le faire pour restreindre ou pas la réutilisation de ces jeux de données-là. Donc, ça, c'est aussi une technicalité. Bon, les différents types de licences, on ne va pas tous les revoir, mais toutes les licences Creative Commons, évidemment, sont extrêmement pertinentes pour des jeux de données qui seraient produits avec de l'argent public, par exemple. Et le R aussi, c'est que si vous avez un jeu de données que vous avez pris, pour lequel vous avez pris beaucoup de temps à nettoyer, à polir, à améliorer, à bonifier, c'est un travail, le travail de curateur de données qui est de plus en plus reconnu. Les principales revues en sciences maintenant reconnaissent le rôle de curateur de données. Donc, les gens qui s'occupent de l'intégrité des données, de s'assurer qu'elles soient propres, c'est reconnu. Et comment c'est reconnu? C'est à travers des citations. Normalement, quand vous écrivez un article, vous pouvez le citer. Il y a un DOI qui est émis, vous pouvez citer ce DOI-là. Vous avez Google Scholar qui vous permet de voir combien de citations vous avez ou d'autres outils. Mais de la même façon qu'on peut citer des articles scientifiques, on peut aussi citer des jeux de données. Et c'est la carotte là, pour les chercheurs qui vont justement publier non plus seulement des articles, mais des jeux de données. La carotte, c'est les citations qui seront attribuées à ce jeu de données-là. Donc, on est, en tant que chercheur, évalué beaucoup sur le nombre de citations qu'on reçoit pour nos articles, mais là, si en plus on a des citations qui viennent des jeux de données qu'on a publiés, ça va augmenter notre rayonnement, notre crédibilité scientifique. Donc, c'est la carotte qui nous permet d'avancer et c'est ce qui va motiver plusieurs chercheurs, je crois, à adopter ces bonnes pratiques-là. R, ouais, aussi décliné. Ouais, c'est quand même, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début. On parlait beaucoup de qualité de données, puis de data-centric AI, puis de s'intéresser non plus seulement qu'au modèle, mais vraiment de s'approprier la donnée, de comprendre intimement ce qu'elle veut dire. Mais voyez, les principes FAIR ici disent que FAIR, en fait, s'en balance complètement de la qualité. Okay? Vous pouvez mettre de la chenoute là-dedans, il n'y a pas de souci. Ça peut être complètement fair, même si c'est de la chenoute. Donc, en fait, l'aspect qualité de la donnée, la responsabilité incombe vraiment au chercheur ou à la chercheuse de s'en assurer. Okay? Donc, c'est pas
FAIR n'a pas un critère « Ah, ce sont des données de qualité ». Par contre, un jeu de données qui est bien documenté, dans le sens que chaque variable est attachée à un concept ontologique, par exemple, que le jeu de données est bien décrit, bien, juste ça, ça augmente la qualité du jeu de données, même si ces données en soi sont pas très valables ou peu robustes. Juste le fait de documenter mieux notre jeu de données va accroître sa qualité de façon substantielle. Et je vous montre aussi maintenant un truc là, des trucs qui commencent à apparaître. Vous voyez ici, là, Fair Evaluation Services. Donc, ça, c'est un site web. Moi, j'ai soumis un URL, là, vous voyez, là, nica.impulsar.ca Study Nutri-Québec. C'est notre catalogue de données à l'Université Laval où on expose au reste du monde les jeux de données qui sont sous notre gouverne. Donc, Nutri-Québec est une étude pan-québécoise sur la nutrition et qui a des auteurs, des chercheurs responsables, qui a une période de collecte, qui a des variables, tout ça. Et MICA est notre outil de catalogage. MICA qui fait partie de la suite OBIBA, qui est développée, entre autres, à McGill, là, dans le groupe d'Isabelle Fortier, à Maelstrom Research. Et nous, on voulait savoir jusqu'à quel point notre catalogue était, d'un, moissonnable par Google. Est-ce que, justement, les identifiables permanents sont bien utilisés, etc. Donc, ce service-là vous permet justement de soumettre une URL et vous retourne des lumières vertes ou des lumières rouges pour dire, bien, ce caractère FAIR-là, il est atteint ou il n'est pas atteint. Donc, vous pouvez évaluer le caractère FAIR ou pas de vos données. Donc, ça, je l'ai fait pour le F ici, mais vous pouvez faire les mêmes tests pour le A, le I, le R. Et il y a des trucs, des tests automatisés derrière qui vont vous dire si vous avez fait les choses correctement d'un point de vue FAIR. Donc, je conclus sur ça en vous disant que, je répète un peu ce que j'ai dit au début, mais on s'est intéressé beaucoup là, à la techno, à l'IA. Tout le monde est devenu un spécialiste PyTorch ou TensorFlow ou je ne sais quoi, mais les gens ne sont pas intéressés beaucoup à ce qui se passait avant avec les données, hein, l'extraction, la transformation, la gestion de données et toutes les infrastructures que ça prend pour faire vivre ça. Vous avez peut-être vu l'analogie avec le pétrole, l'extraction, le raffinage du pétrole pour la consommation, et peut-être l'analogie de data as a new oil. On est au Québec ici, là, donc on a utilisé l'eau, c'est plus propre, mais même concept. Là. On a des barrages d'hydroélectriques, on transforme tout ça en électricité, on va éventuellement la consommer dans des véhicules électriques comme ça. Mais il faut s'intéresser aux infrastructures. Il faut qu'on puisse alimenter de façon continue, propre, robuste notre réseau de consommateurs qui vont être des systèmes experts IA, qui vont être des tableaux de bord, etc. Mais pour ça, il faut s'intéresser aussi à ça qui représente, comme j'ai dit, jusqu'à 80% du travail. Il faut intégrer tout ça. Donc, de prendre des jeux de données détachés de leur environnement, de leur milieu, s'amuser avec, c'est beau. Mais comme disait M. Andrew Hunning, je ne sais pas comment prononcer son nom, il disait que les modèles sont matures. Maintenant, intéressons-nous aux données. Et c'était un peu le message que je veux passer. Je termine en disant qu'au Canada aussi, ce message-là a porté. Et avant, au Canada, quand on disait infrastructure numérique pour la recherche, on pensait à Calcul Canada et au nœud de calcul. Hein, toujours des GPU, des CPU et de la quincaillerie. Okay? Là, on a réalisé que la quincaillerie tout seul, ça ne vaut pas grand-chose. Okay? Donc, on a, en fait, Calcul Canada va disparaître dans quelques mois, va être avalé par une nouvelle organisation qui s'appelle maintenant l'Alliance de recherche numérique du Canada, ou en anglais Digital Research Alliance of Canada, DRAC, qui va avaler Calcul Canada. Oui, vous voyez, là, un des 3 piliers, calcul informatique de pointe, ça c'est Calcul Canada, mais 2 nouveaux piliers, gestion des données de recherche, logiciel de recherche. Donc, 2 autres composantes essentielles à la valorisation des données au final. Okay? Donc, on peut avoir des GPU tant qu'on veut. Si on n'a pas des logiciels appropriés et si on n'a pas des bonnes méthodes, des bonnes pratiques pour la gestion des données de recherche, on s'en va nulle part. Il y a aussi le concept de data champion qui émerge sur les campus, où il y a des gens de la communauté qui deviennent des experts disciplinaires pour des données. Par exemple, des gens géomatiques qui connaissent
les ontologies reconnues, qui connaissent les formats à privilégier, qui connaissent les outils, les plateformes qui permettent de gérer des données en géomatique. Même des gens comme ça en médecine, des gens comme ça en biologie, des gens comme ça en génomique, des gens comme ça en écologie. Ça en prend sur les campus des gens qui vont être capables de devenir des champions de données, qui vont être capables de comprendre les principes FAIR, d'aider les chercheurs à les mettre en application pour que les données puissent éventuellement resservir, parce que c'est ça l'ultime objectif des principes FAIR, c'est que les données puissent resservir à d'autres. Donc, sur ce, merci. Puis s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Philippe. Donc, s'il y a des questions pour Philippe, j'invite l'audience à les poser directement en ouvrant son micro. On a encore une bonne dizaine de minutes, donc on a la place pour ça. Oui, Léa? Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur les jeux de données existants pour un travail de vérification en fait des normes qui n'étaient pas appliquées auparavant et est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à réévaluer les jeux de données qui étaient déjà disponibles? Il y a deux aspects. Hein. J'ai parlé un peu plus tôt de la vérification des données, donc c'est-à-dire de prendre un jeu de données et le rendre plus fair, entre autres justement en venant attacher des concepts ontologiques non ambigus ou des concepts dans des terminologies à chaque variable. Ça, c'est une façon de faire, mais c'est aussi de revisiter ces jeux de données-là à la lumière de l'expertise des gens qui connaissent intimement la donnée. Donc, comme je disais, les gens en apprentissage automatique vont se faire donner un jeu de données. Voici un jeu de données. Apprends-moi quelque chose là-dessus, fais parler ça, développe un modèle. Bon. Mais ces gens-là qui ont une connaissance intime de la donnée et ce qu'elle veut dire, il faut qu'elle puisse communiquer cette connaissance-là aux gens qui vont l'analyser. Je pense qu'on ne peut plus être chacun dans nos silos. Il faut absolument, comme je l'ai mis dans une diapo, là, réunir les experts disciplinaires avec les experts en données et en apprentissage automatique. Donc, si vous analysez des images médicales, vous allez voir des images médicales, vous allez voir peut-être des contours, mais si vous n'avez pas un radiologiste disponible qui vous explique la façon qu'il a fait ces contours, ce que ça représente, quelle nomenclature est utilisée, tout ça, il y a des fortes chances que vous frappiez un mur assez rapidement. Donc, il faut absolument rapprocher les communautés experts disciplinaires, experts en données, / experts en IA. Donc, je pense que c'est le message que je veux passer aussi ici. Philippe, tu as une question. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Philippe, qui est un de nos instructeurs et un de nos mentors pour le oui, data j'ai en fait piqué sa diapo là, sur le data science. Je vous remercie. On ne t'entend pas, par contre, Philippe. Vous m'entendez? Oui, très faiblement, mais on t'entend. Très faiblement. En fait, ma question, c'était tu parlais c'était super intéressant, merci comme présentation. Donc, il y a une volonté du gouvernement de nouvelles demandes de subventions que les chercheurs développent un plan de partage des données et tout, mais est-ce qu'il y a une police un peu, entre guillemets, qui vérifie ou c'est un vœu pieux dans le sens que, par exemple, pour une deuxième demande de subvention, est-ce qu'ils vont te demander des comptes à un moment donné pour te dire… Bien, je pense que ça va être la même chose que pour les sections EDI. Là. Comme je disais, les sections EDI dans certains programmes sont évaluées au même titre que le reste. Donc, si vous écrivez les âneries là-dedans, ben, vous n'aurez pas les points là, attachés à ça. Donc, de la même façon, la section gestion de données de recherche, si c'est écrit tout croche, bien, normalement, vous devriez être pénalisé dans le classement de votre demande de subvention. Évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain, tout ça, parce qu'il va falloir que les évaluateurs comprennent bien aussi les enjeux reliés à la gestion des données de recherche. Moi, j'en ai vu là, des plans de gestion de données de recherche là, produits par des chercheurs, je ne les nommerai pas, mais ça dit, bon, sous quel format vous allez stocker les données? Bon, Word, Excel, OK, bon. Puis c'était des réponses de 3-4 mots à chaque fois. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit voulu. On veut nous faire développer vraiment une stratégie pour faire en sorte que nos données
qui sont payés par des fonds publics puissent éventuellement être réutilisés par d'autres, découvrables par d'autres. Donc, ça, avant que les évaluateurs puissent bien évaluer ça, je pense que ça va prendre un certain temps. Moi, je le répète souvent, moi, je suis sur le conseil des chercheurs de l'Alliance de recherche numérique du Canada, et c'est ce que je répète. Dès maintenant, vous devriez donner de la formation au panel d'évaluation des demandes de subvention pour que ça soit bien évalué, parce que je pense que les premières itérations, ça devrait être un petit peu n'importe quoi. Il y a des pilotes qui s'en viennent où justement la partie RDM, là, ou GDR, gestion de données de recherche, va être évaluée, le programme aux IRSC, je pense. Et là, on pourra se roder en tant que communauté à évaluer ce genre de choses-là. Mais ça va être un enjeu. OK, ben, super, merci, c'était très intéressant. J'ai une troisième question dans le chat de Olivier Audet qui me demande avez-vous une ou des références afin de trouver l'ontologie adaptée à notre domaine? Pour ma part, c'est le transport. Ben, honnêtement, Google est mon ami dans ces cas-là. Hein. Si je tape Transport Ontology dans Google, je les ai trouvés sur des choses. Il y a BioPortal, il y a des métaportails qui vont justement colliger les ontologies, mais aussi les outils qui permettent de raffiner au fil du temps les différentes ontologies, parce que ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Ce sont des choses qui évoluent. Donc, il y a toute une science aussi reliée à ça. D'où la gestion des connaissances qui devient une science aussi. Donc, je dirais là, que selon les domaines, il faut voir s'il y a, c'est comme n'importe quoi, des ontologies, on va le voir, leur réputation à leur utilisation. Donc, certaines vont émerger comme étant dominantes dans leur secteur. Par exemple, en médecine, on a SNOMED-CT qui est assez dominante, mais dans d'autres domaines, ça dépend toujours des domaines, en fait. Mais si votre ontologie est répertoriée sur BioPortal ou sur un portail important qui a une certaine crédibilité, il y a de fortes chances que ce soit une ontologie qui est fortement pertinente et légitime, robuste, etc. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Je pense que c'est ce qui conclut cette séance, ce webinaire avec Philippe Després. Encore un grand merci, Philippe, de l'avoir donné. C'était très intéressant, puis très utile aussi pour nos randonneurs. Donc, pour les gens qui sont donc randonneurs, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour la présentation des mentors et leurs jeux de données. Et encore une fois, merci Philippe et à bientôt. Merci beaucoup tout le monde.